Bonjour. Donc, on va parler de l'art engagé et de la culture libre. Et on va parler de notamment de la diffusion des œuvres. Et je vais peut-être directement passer la parole à Alexis qui vient de Framasoft, qui est une association qui diffuse des œuvres sous des licences libres. Et donc je pense qu'il va présenter mieux que moi la problématique. Tu m'entends? Bon, bonjour. Donc, je m'appelle Alexis Kaufmann, je suis prof de maths ou professeur de mathématiques, je ne sais jamais trop comment dire. L'un est un peu pénant et l'autre est un peu familier. Bon, prof de maths. Sauf cette année où je travaille pour l'association que j'ai créée il y a 10 ans et qui s'occupe de logiciels libres. Et en fait, je voulais juste commencer l'intervention par essayer de donner quelques informations sur ce que j'appelle moi culture libre, qui n'est pas forcément la même définition que les auteurs qui sont ici avec nous. Et elle dérive directement du logiciel libre. Et je vais essayer très très rapidement, d'un peu, pour ceux qui ne seraient pas très très clair, surtout que je vais presque pas parler de gratuité. Peut-être que moi c'est vraiment de liberté. Mais ce qu'il y a, c'est que logiciel libre, pour vous l'adjectif libre, ça doit certainement vous appeler plein de choses, le mouvement de libération, la France libre, mais il y a aussi l'école libre, pas forcément. Et nous, le logiciel libre, c'est par rapport, donc très rapidement historiquement, le logiciel c'est un peu comme les maths, c'est-à-dire que l'informatique, ça a démarré dans les universités et tout le monde se partageait le code. Les mathématiques, par exemple, il n'y a pas de copyright dessus. On peut utiliser un théorème, on ne paye pas des royalties parce qu'on prétexte que tel type a inventé tel théorème. Ça se partage, c'est académique. Et les informaticiens, les premiers temps, notamment aux États-Unis dans les années 70-80, faisaient pareil, se partageaient le code. Et jusqu'au jour où on a commencé à le verrouiller. C'est-à-dire qu'on n'avait plus accès pour un logiciel à la programmation. On a commencé à le verrouiller. Alors ça a été une idée de génie commercial parce que ça a donné les Bill Gates et les Steve Jobs, etc. Mais il y en a d'autres qui ont voulu résister, ils se sont dit non, nous on veut continuer à partager le code. Et donc il y a un grand informaticien qui s'appelle Richard Stallman qui a défini le logiciel libre avec 4 libertés. Et c'est de penser, ces 4 libertés s'appliquent au logiciel au départ, mais aujourd'hui où Internet, énormément de choses se sont numérisées, essayez de voir ces 4 libertés dans un autre environnement. Là, c'est là, je vais vous donner la définition de lliberté pour le logiciel, qu'est-ce que ça peut donner pour une musique libre, une BD libre, un ouvrage libre. Donc les 4 libertés, la première liberté c'est l'utilisation. Quand vous êtes avec un logiciel libre, vous pouvez l'utiliser partout. Sur n'importe quelle machine, aucun problème. La deuxième liberté c'est l'étude. Vous pouvez, alors il faut des compétences, mais en tout cas vous avez accès au code pour pouvoir comprendre comment il fonctionne. Par exemple, ça a l'air de rien, mais on utilise plein de services sur Internet, genre Facebook, on ne sait absolument pas comment ça fonctionne derrière. Les gens tout d'un coup modifient une petite fonctionnalité, nos photos qui étaient privées apparaissent publiques, etc. Troisième liberté, une fois qu'on a l'étude, on peut modifier, c'est-à-dire on peut l'adapter à ses besoins, le logiciel. On change 2-3 petites choses, ça nous correspond, et le logiciel s'améliore comme ça au fur et à mesure des versions, et surtout ça appelle les gens à participer, à collaborer. Et la quatrième liberté, c'est la liberté de copie et de diffusion. Voilà. Donc un logiciel libre, c'est ces 4 libertés: utilisation, étude, modification et copie. Et ça a donné de grands logiciels libres. Alors, parmi un grand succès, notamment pour le système d'exploitation, Linux, peut-être j'ai entendu parler, le navigateur Firefox, suite bureautique LibreOffice, etc. Et puis, ça a donné aussi l'encyclopédie Wikipédia, par extension, par exemple. L'encyclopédie Wikipédia fonctionne exactement de la même manière. Les 4 libertés vous sont offertes en tant qu'utilisateur de l'encyclopédie Wikipédia. Vous pouvez la lire n'importe où. Vous pouvez comprendre comment elle a été... Qu'est-ce que ça veut dire étudier l'encyclopédie Wikipédia? C'est aller dans l'historique des versions et voir comment les gens, petit à petit, sur un article, ont modifié, ont changé et l'ont adapté. Troisième liberté. Et évidemment, vous pouvez prendre n'importe quel article d'encyclopédie Wikipédia, l'utiliser à l'école, chez vous, l'imprimer. Il y a tous les droits vous sont acquis et c'est bon. Voilà. Donc, Wikipédia, c'est un exemple de culture libre pour nous, c'est-à-dire quelque chose qui s'inspire du logiciel libre et dont la licence, parce qu'en fait, pour tout article Wikipédia, vous allez tout en bas, et vous voyez qu'il y a écrit cet article est sous licence Creative Commons. Alors qu'est-ce que c'est que la licence Creative Commons? Parce que malheureusement, quand on parle d'Internet, quand on parle numérique, il y a beaucoup de juridique aussi derrière.
Donc ce qu'ils font d'un logiciel libre, en fait, c'est surtout son contrat de licence qui offre ces quatre libertés. Et l'encyclopédie Wikipédia, pour qu'elle se fasse de manière collaborative sur Internet, il a fallu donner confiance aux gens, pour que les gens participent. Si vous participez à quelque chose dont vous savez que tout d'un coup quelqu'un va se l'approprier, ça ne donne pas envie de participer. Donc dans l'encyclopédie Wikipédia, dès le départ, elle a posé comme condition une licence, la Creative Commons, qui était adaptée, qui est beaucoup plus adaptée aux œuvres, texte, audio, vidéo, enfin culturelles, que logiciel. Et voilà, fin de la longue introduction, parce que nos auteurs qui sont là ont fait le choix d'une licence Creative Commons, ce qui, à minima en tout cas, ils parleront peut-être, ils expliqueront pourquoi et comment ils ont fait ce choix-là, mais autorise la libre diffusion de la version numérique sur Internet et la version intégrale. Voilà. Donc d'accord, donc là on a deux exemples de publications sous Creative Commons. Il y a Sion G. Giraudot qui a publié le Dictionnaire sous licence Creative Commons, et Fanch et Humain qui ont publié Ils se servent comme des porcs, également sous Creative Commons. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir que ces deux approches complètement différentes du droit d'auteur, finalement, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de décider de comment on va diffuser son œuvre, quel droit on va vouloir exercer sur son œuvre. Donc je peux passer la parole à Franche peut-être pour que tu expliques ou je vais mettre un mot et puis je passerai. Je suis pas, enfin, je connais pas grand chose en technique, donc après je laisserai aussi Franche rentrer dans le détail de la licence Creative Commons, mais en fait tout est, enfin, pour nous il y a vraiment un lien entre ce qu'on a voulu porter politiquement dans le bouquin et le choix qu'on a fait de mettre le bouquin en licence libre. Et tout est dans la démarche, tout est dans le... C'est peut-être pas évident au départ, mais tout est dans le titre. Ils se servent comme des porcs. Pour moi, pour nous, en tout cas, ça résume très bien ce qui s'est passé. Ça s'est préparé à la fin des années 70, mais ce qui se passe et ce qui s'est passé pendant toute la décennie 2010. C'est-à-dire une immense entreprise de captation et d'appropriation privée des richesses sociales, que ce soit les services publics, la culture, que ce soit le travail des individus, par une petite minorité d'individus qui se l'approprient de manière privative. Et pour nous, ce qui résume la décennie 2000-2010, c'est l'universalisation de la propriété privée, la mise en privé universelle de tout ce qu'on produit collectivement, nous en tant qu'êtres humains, socialement. Et on a voulu réagir à ça parce que pour nous, c'est une catastrophe, c'est un appauvrissement, mais c'est aussi une mutilation sociale. C'est-à-dire que bon, vous voyez très bien les dégâts que ça apporte socialement, la destruction des services publics, l'hôpital public, maintenant on a affaire à une médecine à plusieurs vitesses, etc. Mais ça va bien au-delà, ça amène à un appauvrissement du vivant avec, tu en sais quelque chose, avec aussi une appropriation de la biodiversité paysanne, donc, enfin, il y a vraiment, et ça s'accélère, ça touche tous les domaines, et c'est ça qu'on a voulu condamner avec Franche dans ce bouquin, c'est ça qu'on a voulu un peu affronter de front, et on s'est dit que pour lutter contre ça, il n'y avait qu'un moyen, c'était la réappropriation collective de tout ce qu'on produit collectivement, pour justement pouvoir se réapproprier la maîtrise de ce qu'on produit collectivement, la culture, la santé, etc. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se réclame du communisme, il ne faut pas voir Staline en embuscade derrière, c'est que dans le communisme, pour nous, il y a commun. Il y a gestion du travail en commun. Pour moi, c'est une aberration que des salariés qui produisent collectivement des biens de consommation ou des choses dans une usine se retrouvent désappropriés de leur richesse.
Et c'est la même chose pour des hospitaliers qui font fonctionner un service public. Donc pour nous, la réponse, c'est vraiment une réappropriation, une participation, comme tu le disais au départ, de l'ensemble des gens qui font fonctionner la société, qui récupèrent tout ce qu'ils produisent et tout ce qu'ils font à la base. Et le choix de la licence libre, et je vais m'arrêter là, c'était ça. C'est les 4 libertés dont tu as parlé, ça nous parle parce que ça aussi, ça avance, ça fait avancer socialement et réellement une réappropriation collective. Et ça, c'est très intéressant, et pour nous, c'est une réponse qui est à généraliser, mais dans tous les domaines, pas forcément seulement dans les domaines de l'informatique et des licences libres, mais aussi dans la production. Et à ce titre-là, c'est très intéressant ce qui s'est passé en Argentine en 2001 avec le mouvement des entreprises récupérées, qui a été une réponse des salariés argentins à la crise. Aujourd'hui, il y en a plus de 500. Et ces salariés ont prouvé qu'en plus, c'était efficace économiquement, ça crée des emplois. Il y a des liens avec la consommation parce qu'il y a des articulations entre des coopératives de consommateurs et producteurs. Donc pour nous, c'est vraiment le lien entre le fond et la forme, et c'est une manière de répondre radicalement et frontalement, mais concrètement aussi, pas seulement dans le discours, à cette immense entreprise d'appropriation et de mutilation sociale qui est vraiment portée aujourd'hui par le capitalisme financier. Voilà. Et le capitalisme tout court, comme le dit Franck. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, on a choisi cette licence-là, et en plus, bon, c'est pas considéré comme une licence libre, celle qu'on a choisie, mais après c'est des discussions techniques et tout ça, machin. Mais c'est vrai que plein de gens nous ont dit, oh là là, vous le mettez en téléchargement libre, gratuit, vous n'allez pas en vendre, sauf que c'est le cas qu'on a le plus vendu, en réalité. C'est pas parce qu'il était accessible gratuitement que les gens ne l'achetaient pas. Et après, ça a été difficile ensuite de le dire à d'autres auteurs et à des éditeurs, de leur faire comprendre que c'est pas parce que c'était accessible gratuitement que les gens n'achetaient pas le livre. En fait, ça n'a rien à voir. Les gens avaient accès, le lisaient, aimaient ou n'aimaient pas, mais ça n'a absolument pas influé sur les ventes, quoi. Ce que je trouve intéressant comme expérience d'ailleurs. What else? Et toi, alors, je suis assez d'accord avec tout ça, et en plus on est un peu justement dans une période où les usages en ligne se multiplient, et ce que tu disais, le fait qu'on n'est pas un bouquin accessible gratuitement, parce que c'est ça, on n'a pas la liberté, c'est vrai que les gens traitent souvent la gratuité. Alors, comme Alexis l'a expliqué, c'est pas qu'une question de gratuité, mais c'est vrai que nous, on donne par exemple les versions numériques gratuitement en ligne. Mais la question c'était, est-ce que si les gens ont accès à une version gratuite, est-ce qu'ils vont quand même acheter le bouquin? Et effectivement, la réponse est oui. On arrive quand même à vendre des bouquins, alors on ne peut pas des millions non plus, mais voilà, c'est un début. Et puis il faut savoir que les gens qui ne mettent pas la version en ligne, ils n'en vendent pas forcément des millions non plus. On a souvent une vision du monde du oui, mais si vous comprenez, si vous faites de la culture libre comme ça, vous allez faire s'écrouler le modèle de l'édition, des auteurs vont mourir de faim. Donc non, chiche, non seulement, mais c'est en plus, c'est basé sur une fausse croyance qui est de dire que le modèle actuel fonctionne très bien. Ce qui est faux, il y a énormément d'auteurs aujourd'hui qui crèvent déjà la dalle de toute façon, version numérique gratuite ou pas. Et oui, donc je reviens à ce que je voulais dire sur la version numérique. De toute façon, la version numérique, alors ça peut être un petit peu aller dans la marque, mais qu'on le veuille ou non, l'édition est disponible gratuitement en ligne. Je veux dire, c'est comme les fichiers MP3. De croire qu'on va réussir à limiter cet effet, pour moi c'est une énorme bêtise. Et justement, nous, ce qu'on essaie de faire, plutôt que... on voit une énorme énergie en fait sur Internet qui est dans le partage de tout ça, ce qui est énormément critiqué. J'ai bien conscience qu'on n'est pas forcément majoritaire. Mais nous, notre idée, c'est plutôt que de combattre comme ça cette énergie par des lois de type Adopi, tout ça, qui sont d'ailleurs pas du tout des lois populaires, c'est des choses poussées par des lobbies et pas du tout par le peuple. Nous, c'est de montrer qu'on peut essayer d'accompagner justement ce mouvement, et plutôt que de le combattre, on essaye de trouver des modèles économiques qui marchent, parce que c'est vrai qu'on aime bien que les œuvres soient gratuites et tout, et à un moment, quand on aime que les auteurs vendent, on est bien d'accord. Donc voilà, nous, c'est un peu
moi, mon bouquin, en l'occurrence, c'est pas extrêmement engagé dans le fond. C'est de la BD... Oui, ça parle de logiciel libre, mais disons qu'on va dire que c'est des blagues d'informaticiens, mathématiciens, c'est des choses assez légères. Non, parce que je dis ça parce qu'on est entouré par des gens qui parlent de l'Algérie, d'économie, tout ça, c'est des sujets très, très sérieux. Moi, je tiens juste à dire que mon bouquin, c'est des choses assez futiles, un peu. Mais sur la forme, il y a un engagement qui est de la culture libre, effectivement. Et donc voilà, nous, c'est juste qu'on essaye de trouver, de proposer des nouvelles choses. C'est un peu une expérience. L'édition, donc ça s'appelle Framabook, donc c'est une maison d'édition lancée par Framasoft, donc une association. Et le sous-titre, c'est le pari du livre libre, pardon. Et c'est un peu ça en fait. C'est un espèce de pari où on essaie de voir comment on peut faire fonctionner des choses comme ça. Alors, moi, juste pour rester encore une fois sur moi, je n'en dis pas de ça. Moi j'ai un boulot avec un salaire à côté, donc c'est vrai que du coup j'ai pas la même pression non plus que des gens qui essaient de vivre de leur vie. J'en suis tout à fait conscient. Je sais pas vous comment ça se passe. Si, moi c'est à 100% illustrateur, j'en vis, mais je vis de mes commandes d'illustration. Et donc c'est justement la preuve que c'est possible de mettre des livres en téléchargement, de les partager, tout en ayant du date, tout en bossant, c'est complètement possible. Je voulais juste ajouter, donc, au sein de Framasoft, il y a une petite maison d'édition qui a une quinzaine d'ouvrages, dont Simon est un des auteurs. Tous les livres, dès le départ, sont licenciés, donc le téléchargement intégral sur Internet. Mais on propose évidemment, on propose aussi des versions papier des livres. Les BD sont là, on a du mal à les distribuer, mais enfin on les vend dans les salons, on les vend en ligne, etc. Et on doit en être, donc la collection a commencé en 2007, on a vendu 10 000 livres en papier quand même. Enfin, je dis quand même, nous on en est fiers, mais c'est pas mal, vu qu'on a un tout petit circuit, il n'y a pas d'Amazon, il n'y a pas de Fnac, etc. Et vu que les gens peuvent aussi le lire, entre guillemets, gratuitement, c'est un chiffre qui est assez intéressant. Ça ne veut pas dire... voilà, on ne néglige pas aussi l'objet physique, c'est aussi important pour nous. Et du coup, en ce moment, on est en relation avec des libraires aussi, mais des libraires un par un. Ça nous intéresse de rentrer en relation avec chaque libraire, donc eux, ils distribuent. J'imagine que vous aussi, il y a des histoires comme ça. Juste une petite incise un petit peu pour aller, parce que le titre, c'est l'art engagé et la culture. Pour moi, en fait, quand on s'intéresse à l'art engagé, on rencontre à un moment donné la culture. Et de la même manière que vous pouvez être très engagé politiquement à gauche, etc., et puis avoir votre ordinateur sous Microsoft, sous Windows. Ça arrive souvent, ça, par exemple. Et pour nous, c'est une contradiction. C'est notre boulot d'essayer de vous faire adhérer à cette contradiction pour justement changer. Mais c'est compliqué dans l'informatique. Mais globalement, l'idée, c'est un peu ça. Et quand on se retrouve avec du Microsoft ou du Photoshop, je ne sais quoi, la logique, c'est soit je souscris au contrat de Microsoft, soit je le pirate, en fait. Et c'est faire aussi le jeu de Microsoft que de pirater de Microsoft, puisque vous vous habituez à ces produits comme une drogue, en fait. J'exagère. Et il y a une alternative, c'est justement la culture libre. On fait un pas de côté, on n'est pas obligé d'être dans l'illégalité parce qu'on ne respecte pas ce qu'eux ont décidé, et ben on fait un autre choix. Et évidemment, c'est vraiment, on est dans les temps pionniers, de toute façon on est dans le temps pionnier d'Internet, tout est en mouvement. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant de la faire vivre, et ça peut être en utilisant des logiciels ou en faisant connaître, parce que l'idée aussi, c'est qu'on va profiter d'Internet qui est un formidable instrument de partage et de communication. Donc allons-y pour faire connaître nos œuvres. Moi, je pense que entre guillemets, les bons chiffres de vente papier, c'est aussi simplement parce que les gens, vu que c'était disponible sur Internet, se le sont diffusés, bouche à oreille, réseaux sociaux, Facebook, etc. On a entendu parler, on commençait à le découvrir sur le net, on dit c'est pas mal, de toute façon je vais pas vous taper 300 pages en électronique, ou je vais pas aller imprimer, ça me coûtait plus cher d'imprimer 300 pages que de commander le bouquin, je commande le bouquin, voilà. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on fait sauter un verrou, en fait, en réfléchissant comme ça. On renverse un peu la vapeur. C'est qu'au lieu que les gens soient obligés d'acheter une marchandise, un livre, pour avoir accès à un contenu artistique, là, c'est le contraire qui se passe.
C'est qu'il y a plus ce verrou là. On peut avoir accès au contenu, à la création de l'auteur, librement. On a le temps de voir ce qu'il fait. S'il fait de la merde, bah voilà, on passe. Mais moi, ça m'est arrivé d'acheter un bouquin à 30 € et de me rendre compte que ça me plaisait pas, que c'était de la daube. Bon, bah, je m'étais fait avoir, j'avais payé 30 €. Là, il y a quelque chose qui se libère parce qu'on peut aller voir l'auteur et on peut aussi avoir... c'est aussi la liberté individuelle qui est en jeu parce qu'on choisit de ce qu'on va... de ce qu'on va aller voir et comment on va aller s'enrichir culturellement. Il y a un vrai choix, il y a une vraie maîtrise aussi de comment on se cultive et de ce qu'on regarde. Et en fonction de ça, une fois qu'on a regardé le contenu, on a pu s'en nourrir. Et si on a envie d'aller plus loin et de soutenir aussi la démarche artistique, eh ben, une des manières de faire ça, c'est d'acheter le bouquin. C'est d'aider financièrement les auteurs en achetant le bouquin et en achetant l'objet livre. En plus, ce qui est sympa, ça crée un rapport différent entre la personne, le lecteur, qui est plus un consommateur, mais il y a vraiment une coopération entre l'auteur et son public, et la personne qui va lire son bouquin. Donc, on renverse complètement, enfin ça bouleverse complètement les rapports et on n'est pas, c'est plus un rapport de consommateurs et de producteurs avec une marchandise qui règle ce rapport-là au milieu et puis c'est une histoire de gros sous à la suite. Et juste une dernière chose aussi, pour faire aussi un pas de côté, c'est que cette conception de la propriété intellectuelle, c'est quelque chose d'assez nouveau en fait dans l'histoire de la culture. Et il y a une violence symbolique qu'il faut un peu casser. C'est très récent et ça n'a jamais fonctionné comme ça auparavant. Quand on traite les gens aujourd'hui qui reproduisent des œuvres, qui les diffusent gratuitement sur Internet en les traitant de voleurs, déjà c'est un abus de langage extraordinaire, parce que quand on multiplie, on vole rien. C'est confondre un peu. Les mecs qui véhiculent ce discours-là, ils sont pas bons en maths. Quand je vole, je retire un truc. Quand je multiplie, l'original il est toujours dans ma main. En plus, il y a 10 autres contenus pareils qui peuvent s'aimer, qui peuvent aller à droite à gauche. Et puis, ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire. Les avancées de civilisation, ça s'est toujours produit par effet d'appropriation collective et de métissage culturel. Ça viendrait à personne aujourd'hui, à l'idée à personne de traiter les moines copistes du Moyen-Âge, qu'on fait en sorte qu'on puisse accéder à des œuvres grecques, de pirates, quoi. Pourtant, les mecs qui reproduisaient, ils multipliaient des œuvres sans payer des droits d'auteur à Platon ou à Aristote. Et ça aurait été bien pratique de se retrouver justement avec des pirates entre guillemets et des gens qui étaient capables de promouvoir la culture libre au moment où la bibliothèque d'Alexandrie a cramé. Ça nous aurait permis aussi d'avoir accès à une culture et aussi à un contenu culturel qui a disparu aujourd'hui parce qu'elle était enfermée dans un seul endroit et qu'elle n'était pas reproduite suffisamment pour pouvoir perdurer au fil de l'histoire. Donc voilà, je trouve qu'il y a aussi toute une violence idéologique à combattre qui paraît assez évident et qui n'est pas en fait du tout. Ouais. Et moi je voulais rebondir d'ailleurs sur ce que tu as parlé tout à l'heure de bien commun. Et justement, il y a aussi un autre intérêt à la culture libre, c'est la pérennité des œuvres en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a certains bouquins, je sais pas, mais en tout cas des films par exemple, qui sont sortis il y a 30 ans, 30 ou 40 ans par exemple, toujours sous le régime des droits d'auteur, qui sont plus accessibles parce qu'ils sont plus édités, il n'y a plus d'intérêt forcément à les éditer. Et par contre, c'est toujours illégal, vous, de les partager, ou donc là, il y a une situation complètement US. C'est-à-dire qu'on a des bouquins, des œuvres, peu importe, sur lesquels plus personne ne se fait de profit, donc en plus vous ne pourrez même pas avoir les manques à gagner, mais légalement on n'a toujours pas le droit de les partager, ce qui est, moi à mon sens, complètement stupide. Et nous, lorsqu'on fait de la culture libre, on a l'assurance, en fait, lorsqu'on produit un livre sous licence libre, que dans 10, 20, 30 ans, n'importe qui pourra toujours le partager sans aucun problème. Et ça c'est aussi intéressant, donc en l'occurrence on parlait de bien commun, et nous on essaye justement de placer un peu ce qu'on fait dans un espèce de pot commun, je ne sais pas, de l'humanité, mais enfin voilà. Quand vous achetez un bouquin qui n'est pas sous licence libre, vous achetez votre bouquin pour vous. Quand vous achetez un bouquin qui est sous licence libre, vous l'achetez un peu pour tout le monde en fait. Vous participez au fait qu'on ait créé quelque chose qui soit disponible à tous. Et moi, c'est une vision qui me plaît énormément, quoi.
Est-ce que ce mode de diffusion se retrouve dans tous les pays, aux États-Unis, un petit peu partout, ou est-ce que c'est spécifiquement européen? Alors, si on peut prendre par exemple la licence Creative Commons, c'est une licence qui est américaine à la base, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, c'est pas juste européen. Nous, en France, on a quelques spécificités. On a une licence qui s'appelle Art Libre aussi, qui est vraiment française, et qui est l'équivalent en fait d'une des licences Creative Commons. Mais non, c'est quelque chose qui est parti, on va dire, du monde occidental. Donc ça, je prends pas en compte les États-Unis, l'Europe, tout ça. Je sais pas trop comment ça se passe ailleurs. C'est diffusé là où les technologies sont diffusées, où Internet est accessible. Comme Internet, dans les pays où Internet a plus de mal à entrer voilà. C'est très très lié au numérique. C'est l'apparition du numérique a fait qu'on pouvait très facilement partager du contenu, des connaissances, des ressources. Et évidemment, ce qui était là avant, avec toute une chaîne assez dominante, avec beaucoup d'intermédiaires, là tout d'un coup, horizontalement, les gens pouvaient se partager des choses, et ça a été un peu la panique. Donc ils ont serré la vis, et les autres, nous, entre guillemets, du coup, on s'est construit des outils juridiques pour résister et pour partager. C'est l'idée un peu. Mais c'est vraiment lié au numérique parce que tout d'un coup, on pouvait copier des choses comme ça, très très rapidement, à coût quasi zéro, quoi. Il suffit d'avoir l'électricité. L'électricité, c'est un autre pays. Voilà, et donc, quand on parle d'Adopi, par exemple, en ce moment, on veut réformer l'Adopi, Pierre Lescure, qui fait toute une consultation, mais Pierre Lescure, il vient pas n'importe où, donc on sait très bien que nos idées ne seront pas forcément mises en avant. C'est se réserver des espaces non marchands, en fait, on appelle ça des espaces non marchands. Parce que dans un univers où de plus en plus de choses effectivement se marchandisent, comme les biens, justement les biens communs, parce que nous on s'inscrit dans les biens communs. Il y a une autre question classique, c'est mais si c'est gratuit, comment les auteurs sont rémunérés, comment ils vivent? Voilà, ça c'est une question assez classique que j'attendais. Ça, je pense qu'ils peuvent répondre. Bah, allez, en fait. Hein? Je ne dis pas. Bah, il y a plusieurs choses qui. C'est Francis Muguet qui avait réfléchi au. Hein? Oui, au mécénat global. Voilà. Où justement il y a une réflexion qui est encore en cours sur comment faire en sorte que les gens puissent créer, vivre, diffuser gratuitement des œuvres, et tout en vivant. Et le mécénat fait partie des pistes. Moi, c'est vrai que j'ai installé, par exemple, sur mon site, il y a une partie de mécénat, ce que j'appelais mécénat populaire en clin d'œil à Muguet, où les gens peuvent effectivement contribuer au fait que je vive, mais en fait, c'est pas vraiment ça qui me fait vivre, c'est plutôt les commandes, le fait de travailler tout simplement, le fait de faire des illustrations, et le fait qu'il y ait des livres qui se diffusent ne m'enlève pas d'argent en fait. Oui, c'est vrai qu'on raisonne toujours en termes de manque à gagner, et c'est pas... Ouais, c'est bon. Mais par exemple, moi je prends un autre exemple qui est d'ailleurs présent, donc Alexis. Donc lui, bon, il est pas auteur, mais il travaille dans l'association Framasoft, avec un autre, donc il est salarié par l'association avec un autre salarié, et il y a un truc qui surprend beaucoup les gens la plupart du temps, c'est que leurs deux salaires sont payés intégralement par les dons. Les dons des gens qui viennent du site internet. Et c'est possible, et je ne sais pas si vous connaissez, il y a un économiste qui s'appelle Paul Jorion aussi, qui a un blog pas mal sur internet, et qui lui aussi se fait payer uniquement par les dons. Donc si vous avez des visiteurs et que vous leur expliquez. En fait, il y a aussi une espèce de responsabilisation, enfin, je n'ai pas trop le mot, mais où en gros, un rapport différent justement avec le lecteur. On n'essaie pas d'exercer un pouvoir sur les gens en leur disant si nos œuvres elles sont bouclées, si vous les voulez, il faut cacher. On leur dit voilà, donc on fait un travail qu'on vous propose, à combien vous estimez, est-ce que vous êtes intéressé pour participer, pour qu'on puisse continuer à le faire. Et plein de gens nous traiter de grands naïfs, que personne donnerait pour des choses gratuites, et finalement non, il y a des gens qui le font. Quoi. Et ils le font aussi parce qu'ils adhèrent, parce que ce n'est pas simplement gratuit, mais libre.
Mais ça crée un rapport vraiment intéressant avec les gens. On les, justement, voilà, comme on disait tout à l'heure, on les traite plus comme des consommateurs, mais ils sont là aussi comme des acteurs, et, même par internet ou en les rencontrant, c'est quand même vachement plus sympa comme relation, je trouve. Plus simple. Tout à fait, c'est extraordinaire. Nous, dans notre maison d'édition, le comité de lecture, tout est bénévole. On a même réussi à traduire des livres entiers, comme ça, bénévolement, avec des plateformes collaboratives sur Internet, chacun vient traduire un morceau. Il y a une bonne volonté parce que, justement, dès le départ, c'est affiché que la production sera sous licence libre. Donc il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas d'arnaque, ça va être mis, d'abord c'est puisé dans le faux commun par la traduction. Moi je ne crois pas au mythe de la création spontanée qui est véhiculée justement avec le droit d'auteur ou d'autres. Vraiment, c'est l'auteur qui est... Il y a des inspirations constantes, il y a des puises, etc. Et là voilà, pour la traduction, on a pris quelque chose quelque part qui est aussi sensible si on n'aurait jamais le droit de traduire, parce qu'on n'a jamais le droit de traduire aussi. L'auteur de départ a mis sous licence libre, anglophone, nous on traduit, on met aussi sous licence libre, les gens participent parce que voilà, c'est un cercle vertueux, on appelle ça. Même moi qui n'en vis pas, moi j'ai une activité salariée à côté, mais ça m'a permis aussi de me connecter à un univers social que je ne connaissais pas du tout. Et de rentrer, enfin c'est la première fois que je viens ici, je suis en lien avec des auteurs, donc il y a aussi, ça impacte aussi sur le positionnement de chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que ça construit vraiment l'œuvre comme une construction collective où les gens qui achètent, qui soutiennent, qui diffusent, participent aussi à la création de ce qu'on fait. Et ça c'est quelque chose de... Enfin, ça renverse complètement la donne. Et moi qui ne connaissais pas les licences libres, ça a aussi changé toute ma façon de voir, quoi. Tout à fait. Exactement. Il est vrai. Non, mais c'est vrai que moi, la semaine dernière, on était au Festival du livre de Montsartou dans le sud, et moi j'ai discuté avec des types d'attaques locales là, et qui étaient effectivement, qui utilisaient que des logiciels propriétaires, Microsoft, etc. Et qui disaient oui, effectivement, oui, mais alors nous on a pris nos habitudes, changer ça va être compliqué, mais venez nous voir et puis effectivement, montrez-nous s'il est possible de faire autrement qu'en passant par... parce que en théorie, il y a une adhésion très naturelle. Après, en pratique, effectivement, parce que le logiciel, parfois, il faut mettre un peu les mains dans un compte. Mais pour ce qui est de la culture, si je pouvais faire on peut parler quand même un petit peu des détails, des petits détails dans ces licences, parce que les Creative Commons, on les met au pluriel parce qu'il y a différents types de licences. Mais quoi qu'il a, à minima, vous autorisez la distribution, et de toute façon, vous serez toujours crédité en tant qu'auteur. La culture libre, c'est pas du tout du domaine public, c'est pas du libre de droit, c'est pas du n'importe quoi. On doit toujours vous citer comme étant l'auteur de l'œuvre qui est distribuée, qui est copiée, qui est modifiée. Donc votre paternité est toujours conservée. C'est important parce que les gens parfois. Ensuite, vous pouvez donc autoriser la copie, mais pas forcément l'exploitation commerciale. Votre bouquin est sous une licence qui refuse l'exploitation commerciale, sauf si on vous demande la permission. Nous, nos bouquins, par contre, ça ne pose pas de problème. Si d'autres, une autre maison d'édition, par exemple, au Québec, en Afrique, je ne sais quoi, imprime nos bouquins et les distribue localement. Vous avez aussi la clause de est-ce que vous acceptez oui ou non la modification. Là aussi, je crois que vous avez fait le choix de ne pas accepter la modification du livre. Donc vous pouvez copier sur Internet le livre, mais par contre vous ne pouvez pas le modifier et le redistribuer sur Internet, sauf là il faut leur demander leur autorisation. Nous par contre on ne demande pas du tout d'autorisation parce que pour nous, demander ces autorisations, d'abord quelque part ça bloque un peu la circulation, parce qu'il faut à chaque fois demander ceci, cela, et on préfère vraiment pas du tout mettre de barrière. Ça continue à faire un pouvoir de l'auteur sur... Mais c'est parce que nous on vient du logiciel libre, alors on est un peu des jusqu'au boutistes à ce niveau. Mais voilà, donc oui ou non, autorisation commerciale, moi je trouve que c'est assez subversif. Autoriser l'autorisation commerciale par d'autres, je trouve que c'est très subversif. Et parce que justement ça décorrèle la création de l'argent, donc c'est assez intéressant. Mais après, il y a des problématiques concrètes et réelles. Donc voilà, dans les licences Creative Commons, il y a est-ce que j'accepte ou non la commercialisation par d'autres, est-ce que j'accepte ou non la modification en œuvre par d'autres.
Et là, c'est ce qui nous. Voilà, il y a une petite différence entre nous qui acceptons et eux qui préfèrent qu'on leur demande l'autorisation. Bon, ça va, je commence à m'énerver là. Ouais, c'est mieux. D'accord, pour pimenter un peu je le me débat. justifie. Hein. Non, alors, oui, on a choisi ce type de licence, mais parce que c'est un peu, il y a des dessins politiques et que j'étais confronté très concrètement avec des fachos, des sites de fachos, effectivement, qui reprenaient le dessin, qui mettaient leur propre texte dans les bulles. Et voilà, et moi, c'est ma limite. Voilà. Alors après, c'est vrai que ça peut discuter, mais moi, c'était quand j'ai vu ça, je me dis là, c'est effectivement, j'ai pas envie de dessiner pour que des fascistes utilisent mon boulot à leur fin. Voilà. Donc c'est pour ça, le choix de la licence est vraiment lié à ça. Il y a d'autres dessins que j'ai fait en licence vraiment libre, mais c'est des dessins, je sais qu'ils ne sont pas récupérables par un facho, c'est pas possible. Donc, mais il y a quand même des dessins, on parle de la Palestine, on parle de beaucoup de sujets dans ce livre-là, et on voulait, c'est vrai, garder la main sur ce qu'on disait et sur le message qu'on voulait porter. C'est, je sais pas si tu peux... Je plus sois, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, il y avait un discours politique cohérent qui est cohérent et qui a une certaine logique. Donc le choix, c'était aussi d'assumer ce discours et dans la diffusion, de faire en sorte que ce discours aussi ne soit pas tordu dans tous les sens, réapproprié, ou qu'on ne dise pas n'importe quoi. Après, moi, je fais une différence entre... la propriété privée, c'est pas mon truc, mais par contre l'intégrité de la création d'un auteur, j'ai du respect pour ça. Et effectivement, je suis d'accord avec Alexis, et quand il dit que la création, un auteur qui va créer, c'est pas Deus Ex Machina, il n'y a pas la lumière qui descend et hop, il prend un truc. Il a de multiples influences, il a lu, il a vécu, donc il se réapproprie, et en tant qu'individu social, il se réapproprie tout un contenu, il crée quelque chose de nouveau avec ça. Mais c'est aussi quelque chose de nouveau, il y a une dialectique de la réappropriation, de l'extérieur et de l'intérieur, et le choix, c'est aussi... moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'intégrité de l'œuvre et aussi à l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que quand j'utilise des idées ou quand j'ai envie de citer quelqu'un, je le cite et je fais référence à ce qu'il raconte, etc. Parce qu'il m'a apporté des choses, et c'est bien de le reconnaître aussi. Et donc le choix de la licence libre et de garder l'intégrité aussi de notre œuvre dans son contenu, c'est aussi transmettre et réagir, nous, en tant qu'auteurs, avec cette même logique. Je ne sais pas si c'est très, très clair ce que je raconte, mais voilà. Donc moi, en l'occurrence, les bouquins on passe ce genre de clause, mais très honnêtement, je me suis posé la question, et c'est marrant d'ailleurs que tu parles de site facho tout ça, parce que moi c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'est-ce que je fais si on prend des dessins pour y mettre des saloperies dans les bulles, quoi. Enfin, voilà. Et moi, la seule réponse un peu concise que je peux donner, c'est que c'est pas parce qu'il y a 2% de mecs qui vont faire des saloperies qu'il faut priver les 98% d'autres, en fait. Effectivement, c'est possible qu'on fasse des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, et non seulement ça, mais en plus, normalement, s'ils respectent la licence, ils peuvent pas faire croire que c'est toi qui as écrit ces trucs-là, par exemple. Donc, ils pourront mettre que c'est toi qui as fait le dessin, mais les bulles, ils sont obligés normalement de mettre que c'est, sinon il y a infraction à la licence aussi. Après, toujours le problème, est-ce que tu vas les poursuivre pour ça, c'est compliqué. Mais ça, il y en a avec un droit d'auteur classique, c'est... Comment les poursuivre? En justice. Au nom de la propriété intellectuelle. Au nom de ta licence. La licence, c'est un contrat, quelque part. Non, mais je suis d'accord que c'est difficile. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question. Je voulais savoir si vous arriviez à faire entièrement la BD sur Linux, ou s'il n'y a pas assez d'outils à l'heure actuelle pour ça.
Alors moi en l'occurrence oui c'est du coup j'en ai pas trop parlé parce que c'était plus livre que informatique mais la BD est réalisée qu'avec des outils libres également. Donc le logiciel d'exploitation c'est Linux. En l'occurrence le logiciel que j'utilise à 99% c'est Inkscape. C'est un logiciel de dessin vectoriel qui est absolument génial, qui est très intuitif et très bien foutu, donc moi j'utilise ça. Et après il n'y a pas beaucoup d'autres outils en fait. Il y a mon blog, il est hébergé avec un WordPress, donc c'est une plateforme libre aussi. Quand on fait quand on fait l'export en PDF, c'est avec des outils libres aussi. Je crois que toute la chaîne est libre. Voilà, c'est aussi intéressant, c'est qu'on peut produire des bouquins de qualité en utilisant des outils libres. Je peux rapidement, donc vous avez un équivalent Photoshop qui est GIMP, un équivalent de Scribus, c'est ça pourquoi? Pour InDesign, c'est ça? Je connais pas bien les... Ouais, c'est ça. En tout cas. Et Inkscape, c'est Illustrator, la version propriétaire. Voilà. Et pour carrément Windows, vous avez Linux. Le logiciel libre propose techniquement tout le panel pour créer ce genre d'ouvrage.